Bonjour à toutes et à tous. Vous venez de nous rejoindre sur notre webinaire hashtag le plus important. Euh, pour rappeler en quelques mots, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec Éline, nous allons animer effectivement cette session. Je rappelle simplement que hashtag le plus important est un think tank, un action lab indépendant, qui a pour objectif d'encourager le développement des capacités et des compétences individuelles de nos concitoyens. Et ça permet à chacune et chacun de trouver une place, un avenir dans notre société en pleine mutation. C'est dans ce cadre-là que nous avons lancé, parmi les différents sujets portés par le think tank, une série de webinaires sur le thème numérique et école inclusive. On l'a tous vu, on l'a tous vécu, effectivement, cette crise du Covid et ce confinement ont bouleversé les pratiques de l'école, avec un numérique qui est incontestablement au centre du jeu, qui a bouleversé énormément de choses dans notre quotidien et dans le quotidien à la fois des élèves, des professeurs, des parents. La question est qu'est-ce qui va en rester? Qu'est-ce que ça va changer en matière d'inégalité? Quels sont les pratiques éducatives, qui ont pu être mises en place par les enseignants pendant cette période-là. Alors, on avait fait un premier webinaire qui s'intéressait aux inégalités scolaires, un deuxième la semaine dernière qui était centré sur l'école inclusive, et on parlera aujourd'hui particulièrement de la relation entre les parents d'un côté et les professeurs de l'autre en cette période pour le moins inédite. Et pour parler de ce thème-là, nous sommes heureux d'accueillir 3 intervenantes aujourd'hui qui vont pouvoir nous faire part de leurs expériences, de leurs pratiques et des réflexions et conclusions qu'elles en tirent. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Françoise Briand, qui est secrétaire générale à la FCPE en tant que représentante des parents. Nous avons également le plaisir de recevoir Françoise Carreau, qui est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Lyon et qui s'est intéressée notamment aux écoles primaires. Et enfin, nous accueillons également Marie Soulier, qui est professeure de français en collège à Orthez. C'est donc un panel équilibré qui va nous permettre de travailler sur cette notion de collaboration parents-professeurs en se demandant s'il y a eu un nouveau souffle suite à la crise Covid. Je vous rappelle que les questions sont ouvertes dès maintenant, que vous ne devez surtout pas hésiter à les poser et à nous les envoyer à travers l'outil Q&R que vous trouverez en bas à droite de votre écran sur Zoom. Et si vous l'avez tous bien repéré, nous allons pouvoir commencer immédiatement avec en premier lieu Madame Briand. Donc, Madame Briand, en tant que secrétaire générale de la FCPE, vous avez probablement pu avoir une vue panoramique des pratiques sur le territoire pendant la période Covid. Et cela est probablement riche d'enseignements. Comment ce passage à l'enseignement tout numérique qui a été imposé par le confinement a-t-il été vécu par les parents ? Merci Éline et Eric pour cette invitation. Effectivement, cette période a été, comme vous l'avez dit, atypique. Il y aurait, au-delà du numérique, il y aurait beaucoup de choses à évoquer, parce qu'elle a interrogé beaucoup de sujets autour de l'école, la place de l'école dans la vie des enfants et des jeunes et la place de l'école dans la société. Mais je vais bien sûr me concentrer sur le thème que vous avez proposé aujourd'hui. Moi, j'aimerais l'aborder sur 2 aspects. La relation du parent d'un élève, d'un enfant et des professeurs ou du professeur de sa classe, et aussi la relation des représentants de parents, des parents élus et des responsables de l'institution. Donc, la période a commencé dans le Haut-Rhin et ensuite s'est élargie à tous les départements. Et ça a été une période qui a d'abord démarré dans la confusion, à laquelle ça a ajouté une certaine anxiété. Donc, il faut quand même prendre en compte le contexte des premiers jours de la première semaine, qui a été un peu particulier. Nous, on a ouvert très rapidement des forums d'échange au niveau national, mais également dans tous les départements, sur une représentation départementale sur tout le territoire. Il y a eu beaucoup d'échanges entre parents.
qui ont permis de se rassurer ou de se donner des informations, de partager des expériences, mais aussi de partager ses anxiétés. Donc, la première chose qui est apparue, bien sûr, ça a été dans cette continuité pédagogique qui s'appuyait sur des supports numériques, ça a mis en évidence une certaine fracture entre les enfants. Tout le monde n'avait pas l'équipement qui allait. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des outils numériques limités sur un téléphone portable. Un téléphone portable ne va pas suffire pour travailler. Voire certains n'ont pas d'équipement. On peut avoir une famille où il y a un équipement pour plusieurs personnes. Et donc là, ça a quand même mis en évidence aussi un certain retard de l'institution pour équiper tous les enfants et jeunes si on doit aller vers plus de numérique. Ça s'est plus ou moins débrouillé. Il y a des équipes qui ont, j'ai envie de dire, fait les fonds de tiroir, c'est-à-dire qu'il y avait des équipements pour des usages dans l'école qui les ont mis à disposition des parents. Enfin, tout le monde est allé de sa bonne volonté à essayer de trouver des solutions. Ensuite, il y a le problème de comment, une fois que j'ai l'équipement, comment je rentre, quels médias j'utilise pour avoir cette relation entre le professeur et les élèves. Là aussi, les moyens mis en place par l'Éducation nationale ont été plus ou moins performants au moment qu'il fallait, ont plus ou moins supporté tout ça. Et là, tout le monde est allé aussi essayer de trouver de bonnes solutions, a mis de la bonne volonté, que ce soit les professeurs qui ont essayé d'identifier différentes solutions possibles. Même les élèves ont eux-mêmes proposé des choses. Alors, les parents ont essayé de suivre. On connaît plus ou moins tous ces outils. Voilà, ça respectait plus ou moins la RGPD. On pourra dire beaucoup de choses, tirer beaucoup d'enseignements de tout ça, mais il y a eu de la bonne volonté de part et d'autre, de tout le monde, pour faire en sorte que ce lien entre l'école, les professeurs et les élèves se maintiennent. Moi, j'ai envie de retenir ce message qui est quand même fondamental. Une fois qu'on a ça, il y a ensuite la pratique elle-même. Parce que le numérique, c'est avant tout un usage. Quel usage on en fait? Et c'est la pédagogie qui utilise le numérique. Et bien là, effectivement, c'est très hétérogène. De par les pratiques qu'ont chacun des enseignants, de par la connaissance qu'on peuvent en avoir les élèves dans ce qu'ils ont déjà fait en classe, de ce que les parents aussi peuvent appréhender de ces usages. Et là, on a vu une grande hétérogénéité, mais je pense que tout le monde a beaucoup appris. Tout le monde a beaucoup appris. Les parents, puisque c'est la question qui m'est posée, les parents, ils ont suivi le rythme avec plus ou moins d'aisance, parce qu'ils sont plus ou moins à l'aise. On avait déjà une relation via des outils type ENT, qui sont plus ou moins utilisés. Enfin, on peut avoir le support, mais il est plus ou moins renseigné. Les ENT, Françoise, juste pour les personnes qui ne seraient pas familiers. C'est l'outil numérique qui permet, donc c'est surtout déployé en collège et en lycée, qui permet d'avoir l'emploi du temps, d'avoir une messagerie entre l'établissement et la famille, qui permet de déposer des devoirs sur un outil partagé. Oui, c'est le lien numérique entre les parents et les profs. Oui. Et les élèves aussi, parce qu'au lycée, c'est aussi utilisé pour déposer des devoirs, etc. Donc, il a fallu, on a tous essayé de suivre la mise en place de tous ces outils. Au début, on a vu des parents aussi un peu débordés, parce qu'il fallait accompagner les devoirs, la scolarité de leur enfant au quotidien, tout en étant en travail ou en travaillant à l'extérieur, en maîtrisant plus ou moins et en comprenant plus ou moins ce qui était attendu d'eux. Donc, ça a aussi pris un certain temps. Certains parents étaient un peu perdus. Mais globalement, j'ai envie de dire, là aussi, on a trouvé des parents impliqués. Tout le monde a cherché à faire en sorte que la continuité pédagogique se fasse, que les élèves puissent continuer à avoir leurs cours, puissent continuer à être dans leur scolarité. Et je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est que la coéducation a pris forme. Un parent est totalement conscient qu'il n'est pas enseignant.
qui ne se substituera, il ne peut pas se substituer à l'enseignant. Hein. Et l'enseignant a eu besoin aussi du parent comme relais. Hein. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la coéducation, c'est qu'il y a différents adultes autour de l'enfant et ils participent à la scolarité, à l'éducation de l'enfant, et il faut que chacun comprenne les attendus de l'un et l'autre. Et ça a été vraiment mis en évidence, je pense, et tout le monde en a pris conscience. Et on a même vu quelques... Excusez-moi, Madame Briand, justement, en termes de relations parents-enseignants pendant cette période Covid de tout numérique, est-ce que vous avez noté des bonnes pratiques de la part des parents ou des enseignants, justement pour favoriser cette coéducation de l'élève qui reste justement au cœur de l'enseignement? Effectivement, nous, on a été très sensibles on a vu dans certains établissements, par exemple, des professeurs qui appelaient individuellement les parents pour pouvoir en discuter de ces éléments-là. Dans d'autres établissements, les CPE prennent des nouvelles auprès des parents pour savoir si leur enfant arrivait à gérer la situation sur l'aspect scolaire, mais un peu au-delà aussi. Donc, on a vu quand même le besoin d'une relation un peu privilégiée pour s'assurer que ça se passait correctement pour les enfants. Hein. Et moi, je pense que ce point-là est quand même à saluer. Ça va au-delà du numérique, ça relève de l'interrelation, hein, de la relation interpersonnelle, qui a été nécessaire pour veiller à la bonne mise en place, hein, et au fait que chacun le vive bien. Alors, bien sûr, il y a des élèves qui ont été, on le sait, hein, qui n'ont plus été dans le système scolaire pendant plusieurs semaines, hein. Des familles qui ont été un petit peu distantes du système scolaire, parce que voilà, c'est difficile de trouver les raisons et d'avoir... je ne voudrais pas rentrer dans des explications simplistes, c'est trop complexe, je pense, pour identifier les sources. Le point supplémentaire que je voulais aborder aussi, c'est que le numérique a induit, donc cette période, on a vu, c'est un travail, l'élève, il travaille un peu on va dire en autonomie, une autonomie aidée par les parents, plus ou moins en fonction de l'âge de l'enfant et de son autonomie effective, mais aussi en fonction de la façon dont le parent peut accompagner. Mais il ne faudrait pas oublier que l'école, c'est au-delà de ces apprentissages individuels, de ce parcours individuel, c'est aussi faire commun. Et alors, bien sûr, on a vu les classes virtuelles qui ont permis de retrouver le groupe. Moi, je l'ai vu en conseil de classe, hein, les élèves étaient très demandeurs de ces classes virtuelles. Alors, je ne sais pas, mais je pense que Marie pourra peut-être nous en dire plus, si ça permet de faire ensemble, comme ce qu'ils peuvent faire en classe ou l'apprentissage entre pairs et le fait de faire des choses ensemble. Je ne sais pas si ça se substitue, mais en tout cas, j'ai pu noter qu'il y avait une forte attente des élèves de se retrouver ensemble. Hein. Et le biais de l'usage numérique, en tout cas dans cette période, a été que c'était chacun chez soi, qui gérait son travail scolaire. Madame Briand, merci beaucoup pour cet élément-là. Vous parliez en introduction du second pendant de la relation entre les représentants des parents et l'école. Vous parlez aussi là, tout récemment des biais ou des choses qui ont peut-être parfois moins bien fonctionné. Et dans cette relation représentant des parents, institution, est-ce qu'il y a aussi des choses qui ont plus ou moins bien fonctionné? Oui, alors ce point-là, j'y attache aussi beaucoup d'importance parce que la coéducation, elle se fait cette relation entre les parents élus, représentants et les responsables, les représentants de l'institution relève aussi de la coéducation parce que ça veut dire qu'au niveau d'un conseil d'école, d'un conseil d'administration, d'une direction académique ou voire même d'une académie, on a des relations qui permettent de prendre conscience ensemble des difficultés, de trouver ensemble des solutions, de co-construire des solutions avec des regards différents. Et ce qu'on a pu constater, c'est que ça a été très, très variable, très, très hétérogène. Et là, on peut s'interroger parce que si c'est faisable sur un rectorat, pourquoi ça ne l'est pas sur un autre? Les instances existent, les conseils d'école existent, les conseils de classe existent. Il est
on a vu des conseils de classe se tenir sans parents, des conseils de classe se tenir avec parents, donc on voit que c'est faisable. Et cette multiplicité, enfin, ces regards différents sont fondamentaux et c'est des choses auxquelles on attache nous beaucoup d'importance. Et là, on a noté quand même une très forte diversité de pratiques, des endroits où les réunions se sont tenues et voire même les réunions en nombre se sont tenues parce qu'il y avait une situation exceptionnelle à traiter, et des endroits où il n'y a pas eu de ce type de concertation. Et là, je pense aussi qu'il y a des enseignements à tirer, mais qui relèvent de qu'est-ce qu'on attend de la démocratie scolaire et jusqu'où on est prêt à porter la coéducation. Super, merci beaucoup, Madame Marion. Merci à vous. Justement, sur ce thème de coéducation, Françoise Carreau, peut-être, je rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Lyon. Vous avez mené beaucoup d'études et vous me rappeliez, c'était des études de longue durée, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, notamment en primaire. Donc, ça va être intéressant d'avoir ce regard plus particulier. Encore une fois, dans cette relation parent-professeur. Et restons bien sur cette relation parent-professeur. Pendant cette période inédite, qu'est-ce qui a changé dans cette relation parent-professeur? Oui, merci déjà de m'avoir invité à participer à ce webinaire et à échanger avec vous et avec d'autres personnes. Et j'étais très intéressée par les propos de Françoise Briand et je suis complètement d'accord avec ce qu'elle disait sur ce que moi j'ai pu observer pendant la période du confinement, la bonne volonté à la fois des enseignants, des parents, des enfants, et qui ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour assurer cette continuité, et en particulier la question du maintien du lien, et ça je pourrais y revenir un petit peu, parce que le lien est quelque chose qui a été très important pour beaucoup d'enseignants, en tout cas ceux avec qui j'ai pu échanger dans ce cadre-là. Donc c'est vrai que c'est un phénomène complètement inédit, et qui a donc donné lieu à pas mal d'improvisation, on va dire, puisque ça s'est fait du jour au lendemain, on n'a pas eu. Mais en y réfléchissant, et justement, ça s'inscrit quand même dans une histoire. Ça s'inscrit dans une histoire des relations entre les enseignants, les professeurs donc, et les parents. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire toute l'histoire parce que c'est pas. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, effectivement. Non, voilà. Et puis c'est pas mon objectif, mais vraiment c'est l'idée que cette histoire peut nous aider un peu à comprendre ce qui s'est passé et à comprendre ce qui pourrait se passer aussi après, puisque pour l'instant on ne sait pas ce qui va se passer en septembre. Et cette histoire, elle est très différente justement au secondaire et au primaire. Il faut quand même rappeler que le primaire a été, jusque dans les années 60, l'école du peuple, uniquement l'école du peuple, c'est-à-dire que tous les enfants de classes plus favorisées n'allaient pas à l'école primaire, ils étaient dans des petits lycées. Et c'est pas si vieux quand même, ça a 60 ans, et il y en a des traces malgré tout. Donc voilà, et du coup, cette école du peuple n'avait pas le même type de relation. Évidemment, les parents de ces enfants n'avaient pas le même type de relation avec l'école que les parents des nouveaux enfants aujourd'hui, quoi. Et donc, la relation avec les écoles-familles s'est vraiment complexifiée en 60 ans, sous l'effet de plein de facteurs. Mais voilà, il y a 3 générations. Et un des premiers facteurs qu'il ne faut pas oublier là, c'est quand même l'élévation générale du niveau de scolarisation des parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à l'école primaire des enfants dont les parents ont suivi des études, sont pratiquement tous allés à l'école primaire, sauf des problèmes, des questions d'immigration avec des parents qui viennent d'autres pays et qu'on n'avait pas le même système scolaire. Mais sinon, la plupart ont des parents qui ont donc été à l'école et qui ont suivi même une scolarité longue et qui ont du coup une connaissance de l'école et des demandes par rapport à l'école qui sont spécifiques, qui sont différentes, qui se sont complexifiées. Et il y a quand même aujourd'hui, pour résumer très rapidement, il y a une forte ambivalence entre 2 pôles qu'on pourrait. Il y a le pôle, les parents qui veulent, et à juste titre, le problème n'est pas du tout, je ne suis pas dans un jugement de quoi que ce soit, mais qui souhaitent que l'école permette à leurs enfants d'apprendre des savoirs scolaires et qui vont leur permettre de suivre une scolarité longue.
Et donc, ils ont des exigences fortes en termes d'apprentissage et en termes même de pédagogie et de méthode d'apprentissage, parce qu'eux-mêmes ont des connaissances et ils ont un point de vue là-dessus. Et puis, quelquefois, cette demande, elle est même en termes de compétition, puisque c'est après pouvoir intégrer, être meilleur que les autres pour pouvoir être dans des structures qui vont permettre cette scolarité longue qui est de plus en plus élitiste. Alors, il y a ce pôle-là. Je le caricature parce qu'effectivement, je vous dis, c'est en termes de pôle. Après, il y a vraiment un continuum entre les pôles. Et l'autre demande, qui est aussi présente, qui est extrêmement forte, c'est le suivi individuel de chacun des enfants et le respect du rythme de chacun, en disant, oui, il est plus lent ou il est plus rapide, et l'enseignant doit s'adapter et adapter sa pédagogie à un enfant plus lent, un enfant plus rapide. La question du respect des rythmes des enfants revient très, très souvent quand on fait des études sur ce que les parents attendent de l'école. Et donc, la question aussi de la bienveillance. Alors, vous voyez, on est maintenant sous l'égide de l'école de la bienveillance. Ça, je pourrais en parler énormément, mais je ne le ferai pas maintenant parce que ce n'est pas notre but. Mais vous voyez, c'est présent très fort à l'école. Et donc, les enseignants sont dans cette double demande et ils se débrouillent avec ça. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a, à mon avis, trois grands ensembles, trois formes de relations école-famille. Alors, je veux bien être très claire, ce n'est pas une typologie des familles du tout. C'est une typologie d'ensemble de types de relations qui existent et du point de vue des enseignants. Alors, la grande majorité des parents sont de la même classe sociale, on va dire, que les enseignants. Classe moyenne, moyen, voire moyen sup. Et donc, ils ont les mêmes repères que les enseignants, ils ont les mêmes pratiques éducatives, ils ont les mêmes souhaits, et du coup, ils sont en phase avec les enseignants. Et en général, cette relation-là se passe assez bien. Et c'est ce qu'on appelle les parents alliés de l'école. Voilà. Donc, ce sont des parents qui sont vraiment des alliés. Et il n'y a pas voilà. Après, il y a deux autres minorités. Il y a une minorité avec des parents de classe sociale plus favorisée que les enseignants. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau à l'école, je vous dis, puisqu'avant, les enfants de ces classes sociales ne venaient pas. Et donc, ces parents qui sont décrits par ailleurs comme des usagers ou des consommateurs d'école et qui ont des exigences fortes et qui demandent des comptes et qui ont parfois un certain mépris de classe. Et ça, on le retrouve aussi au collège, bien sûr, au lycée, et qui veulent se mêler vraiment des apprentissages, de la pédagogie. Et ça, on l'a vu dans les confinements. On l'a vu dans le confinement. Ça s'est accentué pendant le confinement. Pas accentué, mais ça a été plus visible pour un certain nombre d'enseignants. Voilà. Et parce que justement, là, les parents ont vu les méthodes de manière encore plus précise, directe. Voilà, la méthode de lecture qui fait tellement couler d'encre. Et du coup, ils pouvaient avoir un point de vue. Enfin, voilà. Et ils demandaient aux enseignants soit de donner plus de travail, soit d'en donner moins, soit de donner autrement. Enfin, voilà. Ils étaient vraiment en position. Et donc, ça a pu être compliqué. Et puis, il y a l'autre minorité. La troisième voilà, la troisième. Parce que celle-ci, on n'en parle pas beaucoup, mais elle existe aussi. Et alors, la troisième minorité, ce sont les classes plutôt, ça se retrouve plutôt dans les classes populaires et les classes défavorisées, qui sont souvent considérées à tort comme des parents démissionnaires. Or, beaucoup d'études ont montré que ce ne sont pas du tout des parents démissionnaires, mais ce sont des parents qui, eux, n'ont pas eu justement forcément une grande scolarité, qui n'ont pas un rapport facile à l'école et qui ont un rapport plutôt de délégation. Et donc, ils font une très grande confiance à l'école et pensent que les enseignants, c'est leur boulot, ils font leur boulot et eux-mêmes, ils s'occupent de l'éducation de leurs enfants, mais pas de l'instruction. L'instruction, ça relève de l'école et c'est l'école qui doit s'en occuper. Et c'est dans ces familles que ça a été plus compliqué, bien sûr,
Déjà parce que ces familles, ce sont souvent aussi ceux qui sont plus dans la fracture numérique, hein, dont parlait Françoise Briand tout à l'heure. Et le fait que les enseignants, pardon, devaient passer par les parents pour pouvoir joindre les enfants a posé beaucoup de problèmes. Enfin, de questions en tout cas. Et de questions pour les enseignants, enfin, puisque moi je connais plus ce point de vue-là. Et justement, dans ces familles, il n'y a pas toujours d'ordinateur, mais il y a toujours un téléphone portable. Et les enseignants ont souvent téléphoné pour justement maintenir le lien. C'est pour ça que j'étais vraiment, moi, ceux avec qui j'ai un petit peu échangé, fait des Skype justement pour discuter de leur pratique à eux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour téléphoner à ces enfants et à leurs parents d'abord. Mais c'est quelque chose qui est assez intrusif. À quel moment on va téléphoner ? Et puis, justement, pour les enseignants aussi, il y a des enseignants qui disaient « mais est-ce que j'appelle en numéro caché ?» Mais si j'appelle en numéro caché, parfois les parents ne répondront pas. Est-ce que j'appelle avec mon numéro? Mais du coup, après, on risque aussi de beaucoup me téléphoner. Et me rappeler en retour. Ouais. Voilà. Et puis, c'est un univers personnel. Voilà. Et donc, il y a eu justement une porosité très forte entre l'univers personnel des enseignants. Justement, quand ils faisaient des Skype ou des Zooms, etc., c'était chez eux. Hein, et on voyait leur intérieur, même s'ils pouvaient choisir. Bon, voilà. Et j'entendais un historien ce matin à la radio qui disait à quel point ça pouvait être intrusif, hein, d'entrer chez les gens comme ça, que ce soit les professionnels ou les parents. Hein, bien sûr, parce que pour les parents aussi, c'était... Et alors, les enseignants n'ont pas toujours su comment ils pouvaient au mieux aider ces parents, souvent des femmes, des mères célibataires, avec un ou plusieurs enfants, et qui avaient du mal à gérer le quotidien, qui avaient déjà du mal à gérer justement la motivation de l'enfant, son travail, et comment ils ont dû s'adapter ou pu s'adapter ou pas s'adapter d'ailleurs. Hein. Voilà. Et là, il y a eu vraiment des choses un peu compliquées pour eux et pour les parents aussi, bien sûr, et pour les enfants. Merci beaucoup, Madame Caro. Je trouve que c'est une introduction parfaite pour la partie de Marie Soulier, qui est justement enseignante, là dans le secondaire en collège, et qui va pouvoir nous parler de sa pratique pendant le confinement. Donc Marie Soulier, vous êtes enseignante de français à Orthez et vous avez pu développer des outils et des méthodologies innovantes aussi bien avant que pendant le confinement en utilisant les outils numériques. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? On ne vous entend pas, il faut retirer le mute, mais on voit votre sourire. Voilà, juste, merci, excusez-moi. Je voulais juste revenir sur le mot innovant qui me pose toujours problème parce que je trouve que d'abord, je ne sais pas trop comment définir l'innovation. Je préfère parler plutôt d'invention ou du moins de temps en temps de réinventer des choses, hein, de reprendre des choses qui ont déjà été faites et les réactualiser au contexte. Alors oui, effectivement, je travaille en classe inversée depuis maintenant plus de 10 ans. Et du coup, grâce à ce changement de posture que j'ai opéré au cours de ma carrière, eh bien, j'ai déjà non seulement changé un petit peu ma façon de travailler, mais surtout fait évoluer ma relation aux parents. Donc, avant le confinement, on va dire que j'étais déjà dans une posture de communication. Parce que la classe inversée, elle est souvent méconnue des parents. Donc, ça demande effectivement un grand effort de communication. Et donc, c'est pour ça que j'avais déjà en amont préparé depuis le début de l'année. J'étais déjà en lien avec des familles. Je suis en fait dans cette posture de classe inversée, si vous voulez, avec un objectif qui est vraiment unique, c'est de réduire les inégalités à la maison, notamment avec ce problème des devoirs à la maison. C'est ce qui m'a amené à basculer vraiment dans une autre pédagogie. Et mon principe, c'est de laisser à la maison que des tâches simples, de manière à ce que tous les élèves, et surtout ceux qui ne peuvent pas être accompagnés, eh bien, ne soient pas pénalisés et n'arrivent pas en classe déjà avec un retard. Donc ça, c'est le principe de ma classe inversée avec effectivement des capsules qui ne sont absolument pas des leçons,
mais des préparations à ce qui va se faire. Donc, ce sont des choses que l'on visionne. On n'attend pas de réponse. Les questions seront formulées en classe et c'est à moi d'amener des situations pour que les enfants trouvent eux-mêmes les réponses à ces questions. Donc, voilà, ça, je tenais à le dire. Donc, cette communication, elle a eu lieu à travers un blog. Et dans ce blog, je communique. Alors, je communique à la fois les productions des élèves. Donc, ça permet aux parents en temps réel d'avoir des notifications chaque fois qu'un élève poste une production. Mais je communique également sur mes choix pédagogiques, sur ma progression. Donc, je donne à voir. Je rends visible. Parce qu'effectivement, quand on change effectivement de méthode, souvent, on a des interrogations, et bien sûr, tout à fait légitimes, de la part des collègues quelquefois, mais aussi des parents. Donc, c'est pour ça que j'avais pris cette habitude. Donc, quand est arrivée cette période de confinement, eh bien, j'ai continué sur ces habitudes-là. Simplement, ce qui a changé, c'est qu'à distance, des fameuses tâches complexes que je ne faisais faire en classe qu'en ma présence, eh bien, il fallait effectivement les apporter à la maison. Mais je ne voulais absolument pas mettre les familles en difficulté. Donc, je suis partie d'un principe de base que chaque enfant puisse faire ce travail seul. Même si je savais qu'il y en avait quelques-uns qui allaient être accompagnés, mais ce n'est pas eux qui m'intéressaient, c'était surtout ceux que je savais qui allaient pouvoir le faire uniquement seuls. Donc, ça m'a permis de repenser complètement ma position par rapport à la consigne, par rapport à la tâche que j'allais donner. Et là, je me suis rendu compte que comme on était à distance, la forme scolaire ayant un petit peu bougé, eh bien, il fallait effectivement prendre en compte d'abord le fait qu'il n'y ait pas de rétroaction immédiate. L'enseignant n'étant pas là, quand on peut éclaircir une situation en classe, c'est beaucoup plus simple. Là, si on veut éclaircir une situation, ça prendra le temps de l'envoi du SMS, de la réception du SMS ou du mail, etc. Donc, pas de rétroaction immédiate. Et pas non plus de conflit de rapport entre pairs. Donc, il n'y a pas de régulation entre pairs, puisque là, il n'y a pas, évidemment, la classe en elle-même a complètement explosé. Donc, on est face à des individus que l'on va contacter, à qui on va demander de faire une tâche, mais dans ce contexte-là. Donc, ça veut dire qu'il a fallu que je mette en place, encore une fois, une petite modification de ma manière de penser les consignes. Donc, j'ai mis en place ce que j'ai nommé d'ailleurs, j'ai pas mal publié là-dessus, la pédagogie des petits pas, c'est-à-dire en gros d'essayer de retrouver un équilibre dans ce déséquilibre un petit peu forcé. Et pour ça, je me suis forcée à mettre en place le principe de la fragmentation des consignes, c'est-à-dire au lieu de donner une consigne, une tâche complexe d'un coup, eh ben, je vais les préparer petit à petit, jour après jour, à les amener vers cette tâche complexe. Et j'ai aussi adopté un principe qui me paraissait essentiel et que je continuerai demain à mettre en place, c'est la modélisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prescrit un travail à distance, eh bien, en fait, l'élève a une représentation. Mais cette représentation n'est pas forcément la même que celle que l'enseignant a prévue. Donc, c'est là ce fossé qui se creuse entre ces représentations me semble être important. Et c'est pour ça qu'il faut, je crois, en tout cas moi j'ai adopté ce principe, modéliser, c'est-à-dire faire exactement se mettre en position de l'élève, fabriquer par exemple un récit d'aventure, ça a été le cas pendant le confinement, se mettre en position de l'élève, faire ce travail, leur montrer et ensuite leur dire voilà, vous avez un modèle, ça c'est mon attendu, alors c'est pas exactement le sujet que vous aurez, mais ça ressemble à ce que j'attends de vous. Et le fait de procéder avec cette technique de la modélisation, ça m'a permis de mieux accompagner les élèves. Et puis autre chose aussi, je voudrais dire, juste pour conclure, c'est que j'ai adopté également le principe des élèves testeurs. C'est-à-dire que quand je donnais une consigne, je ne la donnais jamais à la classe comme ça d'un coup. Je prenais 2 élèves testeurs, donc c'était prévu, les familles étaient au courant, et je leur demandais de réagir à chaud comme ça sur la consigne. Qu'est-ce que tu comprends? À ton avis, qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que je vais demander? Et avec le feedback de ces élèves testeurs, eh bien, je me suis rendu compte que j'ai bien souvent, ajusté parce que ma consigne n'était pas suffisamment claire ou voire quelquefois trop complexe pour les élèves. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Madame Soulier. Justement, par rapport à ces consignes que vous donnez aux élèves, à la complexité des tâches et parfois à la difficulté pour les élèves de se représenter correctement la tâche avant de devoir la réaliser, comment est-ce que vous avez
parfois impliquer les familles, Alors, les parents dedans, de manière justement à ce qu'elles participent à cette coéducation dont parlaient et Madame Caro et Madame Briand. Alors, j'y venais justement, comment j'ai pu impliquer. Donc, je vous ai dit déjà ce que je ne voulais pas faire. Je n'attendais pas des parents qui se substituent à l'enseignant parce que moi, j'ai des élèves, comme je vous l'ai dit, qui n'ont pas cet accompagnement. Donc, il faut effectivement en tenir compte. Par contre, effectivement, j'avais l'habitude, avant le confinement, d'impliquer les parents dans ce système de classe inversée en organisant bien souvent des soirées où on les mettait, on était complices avec les enfants et on les mettait en situation d'élèves. Donc, on a organisé des ateliers d'écriture, de lecture où les enfants animaient la séance et les parents faisaient. Donc là, j'ai un petit peu continuer cette procédure en imaginant ce que j'ai appelé des parcours bonus. Donc, il y avait un parcours bonus par semaine qui demandait en fait à la famille, hein, donc y compris tout l'entourage, pouvait participer. Enfin, c'était souhaitable que l'entourage participe à créer donc quelque chose. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai à un moment donné, pour aussi rendre le confinement un peu plus agréable, j'ai proposé aux familles un outil pour faire un audio guide dans le village. Donc, je me suis dit, ça serait intéressant, comme on se connaît finalement un peu, ça serait l'occasion de présenter son village. Donc voilà, donc il y a des familles qui sont parties en famille faire ce petit audio guide. J'ai proposé aussi de faire une émission radio sur les compléments du nom avec des personnages fictifs qui étaient joués par les parents, avec des spécialistes de l'ortho, etc. Donc, j'ai chaque fois proposé des parcours qui étaient de nature différente, avec des outils différents, qui n'étaient pas forcément numériques, de manière à ce que aussi les parents prennent un peu du plaisir et que l'élève aussi prenne du plaisir à finalement à mener un petit peu la tâche dans sa famille et prendre des initiatives. Pour ceux qui ne pouvaient pas, parce qu'évidemment, il y a des familles qui n'ont pas participé, soit parce qu'ils ne le souhaitaient pas, soit parce qu'ils n'étaient pas disponibles, j'ai pu interroger quand même leur réaction par rapport à ces parcours bonus et ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça très agréable, même s'ils n'y avaient pas participé. Ils trouvaient que l'initiative, en tout cas, était intéressante parce qu'elle amenait un peu de convivialité et surtout, ils se sentaient vraiment impliqués dans ce travail. Donc, même s'ils n'ont pas participé, ils ont trouvé quand même l'idée intéressante. Puis, je dirais quelque chose de très important. Ce qui est vraiment important, c'est la communication. On en a parlé. Hein, il faut soigner, il me semble, la communication, bien diagnostiquer le contexte familial, savoir en début d'année ce dont disposent les familles comme outils numériques, quels sont les réseaux de communication qu'ils utilisent et s'adapter à ces réseaux-là. C'est-à-dire que moi, j'avais de temps en temps un rendez-vous téléphonique tous les lundis avec un élève, d'autres communiquaient par SMS, d'autres communiquaient par mail, d'autres préféraient la visio. Et je n'avais pas imposé, si vous voulez, un réseau de communication. Je préfère proposer une palette de manières possibles pour me joindre et chacun choisit son réseau qu'il maîtrise, hein, qu'il connaît, et moi je me tente au plus possible de me rendre disponible, oui, effectivement. Super, merci beaucoup Madame Soulier. Ça fait un bel écho aussi à ce que nous disait Madame Briand au début en parlant de la multiplicité des outils qui étaient utilisés par les enseignants et que les parents et les familles s'appropriaient. Je vois qu'on a un certain nombre de questions, certaines résolues, elles encore ouvertes. Il y a pas mal de questions effectivement ouvertes. Pour revenir sur cette question de canal de communication, et je vois, Marie Soulier, que vous y avez répondu. On avait une question justement de Ludovic pour dire, mais est-ce que pour garder ce lien, ou en tout cas ce nouveau lien parent-prof, est-ce qu'il doit se poursuivre avec la mise en place de modules de discussion spécifiques sur la pédagogie, sur les ENT ? Et vous avez répondu en aparté, qu'en ce qui vous concerne, vous répondriez avec un grand oui. Est-ce que vous pouvez nous dire de façon succincte pourquoi ? Et on va ouvrir ensuite sur les autres questions. Oui.
Alors, je dis un grand oui parce que effectivement, c'est ce que je fais au quotidien, hein. Je pratique cette communication, c'est-à-dire je tiens informé, j'informe les familles de ce que je vais faire, des choix pédagogiques que je vais opérer. Je ne leur demande pas un avis d'expert puisqu'ils ne sont pas experts évidemment, mais je les informe. Voilà. Et ça, ça me paraît fondamental. Le fait d'informer régulièrement la famille de ce que l'on va faire, des choix qu'on opère, de la progression aussi de la classe. Et des résultats aussi que je peux communiquer, eh bien, je trouve que ça crée de la confiance. Et ça, c'est fondamental. Plus on communique, plus on rentre en lien avec les familles. Moi, je pense. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu. Je ne faisais pas ça du tout en début de carrière. Et là, depuis que je travaille en classe inversée, par le fait que ça soit nouveau et que ça interroge beaucoup les familles, quelquefois ça inquiète les familles, eh bien, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je rende visible ce qui ne l'était pas, c'est-à-dire ce qui se passe en classe. Et plus je communique, plus j'ai effectivement un relationnel très sain avec ces familles, énormément de confiance. C'est ce que je dirais. Pas se substituer, ils ne peuvent pas se substituer, bien sûr, au rôle de l'enseignant, mais les informer, ça me paraît intéressant. D'accord. Mais là, justement, sur cette question de, finalement, le numérique a introduit un canal de relation. Est-ce que, pour revenir à vos 3 formes de relation tout à l'heure, Françoise, est-ce que ça a changé pour certaines familles, pour certains parents, la représentation qu'ils pouvaient avoir de l'école ? Je pense que c'est beaucoup. Enfin, je peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas interrogé les familles et je n'ai pas parlé avec elles. Mais ce que je peux dire, et pour répondre aussi aux autres questions que j'ai vues apparaître, bon, la question de la pluralité des outils, et on voit bien ce qu'a expliqué aussi Marie Soulier, je crois que ça, c'est extrêmement important. En fait, mais au-delà des outils numériques, on voit bien que qu'est-ce qui joue le plus, c'est l'expertise et la professionnalité de l'enseignant qui utilise ces outils. Parce que la classe inversée, ça peut être le meilleur et le pire, hein, Marie Soulier. Tout à fait, oui. Voilà, Ne lançons pas un débat sur la classe inversée. Non, Restons sur la relation parent-prof. L'outil numérique en lui-même n'est rien. Voyez, qu'on prenne le téléphone, qu'on prenne une plateforme, qu'on prenne un ordinateur comme ceci, comme cela, etc. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est vraiment la manière dont les enseignants vont les utiliser en fonction justement des familles et des élèves et des enfants qu'ils ont avec eux. Et ça, c'est une expertise. C'est une expertise pédagogique. Et là-dessus, et ça, il n'y a pas assez de travail d'expertise là-dessus. On voit bien, Madame Soulier le disait, elle ne le faisait pas au début de sa carrière. Et puis, elle fait évoluer ça en fonction des réactions des enfants, etc. Donc, on voit bien toute son expertise. Et il ne faut pas croire que, et c'est ça qui a été un peu peut-être compliqué aussi pendant le confinement, c'est qu'on a l'impression que ça a rendu visible le travail des enseignants. Oui, ça l'a rendu en partie visible, mais en partie, ça ne l'a pas rendu transparent. Et contrairement à ce qu'imaginent à la fois des parents, mais aussi des politiques, enfin la société en général, ça n'a pas montré l'intégralité du travail. Et il n'y a pas de raison qu'on le montre, mais il y aurait des raisons pour qu'on le reconnaisse et qu'on le voit et qu'on lui donne toute sa place et toutes ses dimensions. Donc ça, je trouvais absolument très, très important de le dire. Et alors, je voulais revenir, alors je ne sais pas si je peux, mais sur la question de la ségrégation sociale. Oui, tout à fait, par rapport aux trois représentations. La question, effectivement, c'est la question de Florian. N'observe pas-t-on plutôt une ségrégation sociale de plus en plus importante, les classes supérieures et moyennes, ayant vers le privé? Voilà, alors je vais répondre. Puis en fait, j'ai un peu l'esprit d'escalier, excusez-moi, mais je vais déjà continuer. De façon assez courte, hein, Françoise. Oui, je vais faire. Mais la question de l'usage du numérique. Moi, j'ai travaillé, je suis une équipe pédagogique qui est dans l'innovation pédagogique, dans l'expérimentation, dans un milieu REP extrêmement REP+. Eh bien, ils utilisaient aussi déjà auparavant un outil numérique.
Et c'est cet outil numérique qui leur a permis de poursuivre un travail pendant le confinement. Donc, vous voyez, on ne pouvait pas inventer tout de suite directement, bon voilà, on a un outil et on fait. Voilà, c'était ça que je voulais dire par rapport à cette expertise, à cette réflexion. Alors, sur la ségrégation sociale, oui, les classes supérieures et les classes moyennes fuient vers le privé ou par des systèmes dérogent à la carte scolaire, hein, comme ils peuvent le faire. Et c'est un vrai souci actuellement. Mais même en dehors de cette fuite vers le privé, le simple fait d'habiter tel quartier ou tel autre quartier va faire qu'on va être dans une école qui va justement avoir un public différent et du coup qui va travailler différemment. Et ça, c'est un très très grand problème de l'école aujourd'hui, ça c'est sûr. Alors, pour rester, et après je voudrais qu'on puisse entendre Oui, bien sûr. pour rester juste en format très très court, est-ce que les modèles un peu parallèles qu'on peut observer sur effectivement des écoles privées dans des modèles d'enseignement un peu particuliers ou la formation ou l'école à la maison, Oui. est-ce qu'il y a des choses est-ce que ça a accentué ce phénomène-là selon vous ou pas? Non. Alors, voilà, je pourrais dire juste ça, mais je vais un tout petit peu argumenter quand même, parce que je travaille actuellement justement sur les questions de l'école à la maison et les questions des écoles privées hors contrat. Alors, c'est pareil, il y a une grande diversité hein, dans les écoles privées hors contrat. Il y a effectivement des écoles qui sont des écoles pour rendre encore plus performants des enfants qu'on imagine performants et pour pouvoir suivre, et on est vraiment dans de la ségrégation. Mais il y a un grand nombre d'écoles aussi, enfin c'est très petit hein, statistiquement, mais malgré tout, qui veulent justement des pédagogies différentes et un travail différent avec les parents. Et ce sur quoi je travaille actuellement, c'est souvent des enseignants de l'école publique qui quittent l'école publique et qui montent des écoles privées. D'accord. Mais vraiment sur le lien parents-professeurs, ce que vous dites, c'est que finalement, Voilà. ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, le modèle ne change pas grand-chose. D'accord. Non, je ne pense pas, parce que ceux qui voulaient partir vers cette forme d'éducation l'avaient déjà fait. C'est pas le Covid. C'est pas le Covid qui a accentué ça. Voilà. Peut-être Éline, oui, à Françoise, brillant. Oui, à contrario, effectivement, le Covid n'a peut-être pas tout modifié, mais il y a quand même des choses qui sont apparues, notamment sur l'usage des outils numériques. On a plusieurs questions à ce sujet dans le Q&R qui concernent notamment les familles en difficulté pour ce qui est de l'usage du numérique. On nous demande par exemple quelles seraient les attentes de ces familles pour les aider à la rentrée. C'est la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que seule l'institution scolaire doit y répondre? Françoise Briand, est-ce que vous voulez réagir à cette question? Effectivement, je pense qu'on a convergé sur le fait que suivant les familles, on a des moyens matériels ou des pratiques vis-à-vis du numérique variables. Bien sûr, on ne peut pas demander tout à l'institution scolaire pour les équipements des parents ou l'usage que peuvent en avoir les parents. En revanche, ce qui est important et ce qu'a montré cette période, c'est que le dialogue entre les parents et les enseignants est fondamental. Quel que soit le milieu, et la description qu'on a fait Françoise, avec des parents peut-être plus en difficulté avec l'école, mais qui délèguent à l'école, qui font confiance à l'école, des familles qui sont déjà dans un dialogue équilibré avec l'école, ou des familles qui demandent des comptes. Ce qui a montré cette période, c'est que le dialogue était nécessaire et qu'il doit devenir équilibré. Il doit devenir équilibré, chacun à sa place. Et c'est bien ce dont on a eu besoin. Et ça passe, alors je peux froisser en disant ça, la pédagogie, ce n'est pas que le sujet des enseignants. Il faut que les parents comprennent. Il faut qu'il y ait une certaine lisibilité. Ce n'est pas eux ils ne sont pas enseignants, mais il faut qu'ils aient une lisibilité, qu'ils comprennent les attendus. Et ça, quel que soit le milieu social, quelle que soit notre histoire avec l'école, c'est forcément plus difficile pour des parents qui ont eux-mêmes été en difficulté par rapport à l'école, qui ont mal vécu l'école. Et ça, le numérique, c'est pas le numérique qui apportera la réponse, c'est bien l'instauration de ce dialogue et cet effort de transparence, de lisibilité. Et Marie l'a dit, hein,
plus elle explique ce qu'elle fait, mieux ça se passe. Enfin, si je peux me permettre de résumer ses propos. Et nous, on croit beaucoup à ça. C'est ce qu'on met derrière la coéducation. C'est qu'il faut que tous les parents trouvent leur place. Alors, on a le problème des élèves décrocheurs, qui est un problème important. Ça fait des années que tous les ministres qui se succèdent mettent ça comme sujet phare de leur politique éducative et qui reste difficile. Mais le numérique, cette période de confinement l'a peut-être mis encore plus en lumière, mais il existait avant. Moi, j'ai fait un nombre de conseils de classe incroyable et on a des élèves qui sont notés absents fréquemment. Donc, il y a un vrai problème de fond qui peut interroger parce que quand on a 12-13 ans, est-ce qu'on n'a pas envie d'apprendre? Je pense qu'on même moi, à mon âge, j'ai encore envie d'apprendre. Je pense qu'on a envie d'apprendre quand on est jeune. Et donc, pourquoi entre guillemets, fuit-il l'école? Et autant, bon, effectivement, dans quelques cas particuliers, comme des élèves qui sont en situation de phobie scolaire, la distance a pu les ramener vers l'école via un lien un peu dématérialisé, lointain, etc. Autant, je ne crois pas que ce soit le numérique qui va apporter une solution ou pas au problème de distance que l'élève peut mettre entre lui et l'école. Moi, je crois plus à l'intérêt, susciter l'intérêt, le travail entre pairs, le fait d'être bien ensemble à l'école, qui peut ramener l'élève vers l'école, et aussi le fait qu'on associe les parents au sens, je mesure mes propos, chacun à sa place. Le but, c'est pas que le parent devienne enseignant, loin de là, c'est bien que chacun comprenne les enjeux, comprenne et une certaine lisibilité sur qu'est-ce qui est fait en classe, comment c'est fait et pourquoi, mais aussi comment on évalue les élèves. Par exemple, l'évaluation est un sujet fondamental dans la relation de ce que comprend le parent des attendus de l'école, de ce que comprend l'élève de ce qui est attendu de lui et de l'estime qu'il a pour lui-même. Et ça, ce sont des sujets qui dépassent largement le numérique pour moi et qui sont des vrais sujets de société. Effectivement, ça dépasse le numérique, mais on a une question complémentaire. Donc, si cette relation dépasse l'usage d'outils numériques, est-ce que, à contrario, l'entrée dans le tout numérique n'a pas tout de même pu faire évoluer les représentations des parents les plus éloignés pour les rapprocher des enjeux de l'école? C'est une question qui est posée par Sonia. Donc, si je reformule, est-ce que le fait d'utiliser des outils numériques a permis de rapprocher certains parents éloignés de l'école, de cette école et des enseignants qui y travaillent? Je pense que cette période a rapproché les acteurs de l'école. Effectivement, je pense qu'elle les a rapprochés. Elle a mis en exergue aussi certaines difficultés et qui nous interrogent tous et sur lesquelles on a, je pense, le devoir d'aller vers la recherche de solutions. Mais effectivement, je crois que la coéducation a pris forme et a été mise sur le devant de la scène pendant cette période. Ok, je vous remercie. Peut-être en conclusion, pour chacune d'entre vous, une question qui vient de nous être posée. Une fois qu'on s'est dit tout ça, quelle forme devrait et pourrait prendre la relation parent-professeur à la rentrée? Donc, en guise de conclusion, peut-être chacune votre avis sur cette question qui est soulevée par un spectateur anonyme. Françoise Carreau, si vous voulez commencer. Oui, je veux bien commencer. Alors, bon, on a déjà parlé d'un certain nombre de choses et sur la question justement du fait que le numérique est en fait un reflet des questions pédagogiques et que les questions pédagogiques, comme le disait très justement Françoise Briand, n'appartiennent pas qu'aux enseignants, hein, même si ce sont eux les experts de la pédagogie, mais ça n'empêche pas qu'ils échangent et qu'ils exposent un peu leur choix pédagogique justement aux parents pour pouvoir travailler aussi, avoir cette confiance-là, bien sûr. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé et que je voudrais dire en conclusion et qui répondrait parce que, bon, on ne sait pas ce qui va se passer à la rentrée, comment vraiment tout cela va se passer, mais on a cette période du confinement
et du déconfinement est vraiment un révélateur aussi des politiques publiques en matière d'éducation. Et moi, j'ai vu quand même plusieurs difficultés par rapport à ça qui viennent. La première des difficultés, c'est qu'il y a eu très peu pendant l'épidémie, très peu de travail commun entre les enseignants ou tous ceux qui relèvent de l'éducation nationale et tout ce qui relève des collectivités locales et des collectivités territoriales. Et il y a eu des manques terribles et on a perdu justement là en professionnalité autour de cela, par exemple le travail des ATSEM, les écoles maternelles. Les ATSEM ont été complètement ignorés pendant ce confinement. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Et il y avait pas mal d'avancées, de travail qui pouvait être fait et qui a été un peu perdu là. Mais ça, Françoise, vous avez raison de le souligner, c'est oui. ce qui s'est passé. Du coup, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement pour revenir sur la question du… Alors, justement, ce que je voudrais revenir… Qu'est-ce qui va se passer dans la relation parent-prof à la rentrée? Oui, mais justement, c'est une question de politique publique. Hein. Et donc, le fait que on est, les enseignants, et bon, les parents, mais les enseignants quand même, n'ont jamais été sollicités, n'ont jamais eu de temps pour travailler ensemble, pour essayer de voir comment ils allaient faire face à cette difficulté, à cette situation inédite, comme on le disait. Il n'y a eu qu'une information descendante, hiérarchique et même autoritaire, et qui s'est appuyée sur les médias. Et je pense que la relation, justement, les relations école-famille, c'est pas qu'un point politique hein, que je dis. C'est vraiment que les relations école-famille ont été très entachées par ça. Parce que… Ce que vous dites, Françoise, du coup, si je peux me de reformuler, c'est que en préparation, en fait, vous faites une sorte d'appel à la politique publique pour dire ne refaisons pas ce qui a été fait précédemment en préparation de la rentrée. Est-ce que Marie, vous voulez réagir sur cette question sur finalement quelle forme ça devrait prendre la relation parent-professeur à la rentrée dans cette période où personne ne sait exactement comment ça va se passer? Ben, moi, je pense qu'il y aura eu un avant et un après, ça c'est certain. Ce qu'il faut retirer de cette expérience, c'est que la relation avec les parents a complètement évolué dans le bon sens, me semble-t-il. Il faut continuer à privilégier cette communication, à les tenir informés et surtout à les rassurer en leur montrant que si on revivrait à un moment donné quelque chose qui ressemblerait à du confinement ou moins partiel, eh bien on est prêt. Et on est prêt à les accompagner. Et moi, ce qui m'a effectivement gênée aussi pendant le confinement, c'est qu'on a vu se multiplier des fausses écoles. Alors, les médias ont fait des chaînes de télé, enfin, il y a eu énormément de choses, comme si les enseignants en avaient besoin et n'allaient pas être capables de gérer. Moi, ça m'a gênée. Voilà. Moi, je pense que l'enseignant, c'est un expert, comme on l'a dit. Il est tout à fait capable de s'adapter à ce type de situation. Et il faut le dire aux parents, leur dire qu'on n'attend pas d'eux quand l'école disparaît, qu'ils se substituent à leur rôle de professeur. C'est dramatique quand c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé. Il y a des parents qui ont dû faire ça. Je trouve ça dommage parce que ce n'est pas leur rôle. L'accompagnement, c'est pas prendre le tableau et le tablier du maître et se substituer à ce rôle-là. Donc, les préparer, leur communiquer, leur dire qu'on est prêt, que si jamais il y a une situation de crise à nouveau, eh bien, on saura faire. Voilà. Et c'est surtout, ça passera beaucoup, encore une fois, par la communication et rendre visibles les choix pédagogiques et les pistes envisagées selon les situations qui se présenteront à nous l'année prochaine. Merci beaucoup Marie Soulier. Françoise Briand, pour clôturer cet échange. Donc selon vous, je reprends la question, quelle forme devrait et pourrait prendre la relation parent-professeur à la rentrée, du point de vue des parents? Effectivement, je rejoins ce qu'a dit Marie, c'est qu'il y avait un avant et il y a un après. Le dialogue entre parents et professeurs a changé de forme et je veux dire, il a majoritairement existé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut poursuivre et on apprendra en marchant. Il n'y a pas un livre qui va nous dire comment on doit faire.
En revanche, effectivement, il y a une meilleure compréhension mutuelle à avoir. Peut-être que ça joue sur la formation initiale des professeurs, la formation continue des professeurs aussi. Hein. Nous, on s'est porté volontaire pour assurer, enfin, être présent à ce type de formation, de session de formation, pour aider à la mise en place de ce dialogue parents-professeurs. Mais effectivement, je suis assez confiante sur le fait que ce dialogue se poursuivent et il faut que les acteurs de bonne volonté fassent en sorte que ça se poursuive. Et là encore, chacun dans son rôle. C'est l'enseignant qui est expert. Hein, le parent, il accompagne, il est coéducateur. Je suis relativement, dans ma fédération, on est relativement inquiet des annonces faites sur les évaluations massives faites à la rentrée, prévues à la rentrée. Moi, je pense qu'on doit faire confiance aux enseignants. C'est eux qui savent dire quels sont les besoins de leurs élèves, ils les connaissent et savent adapter leurs cours aux besoins de leurs élèves. Un point qui reste un sujet d'inquiétude, c'est que le confinement, si on devait retourner, enfin, tout distanciel nous préoccupe. Nous espérons qu'il y aura du présentiel parce que la relation entre pairs est quand même fondamentale, autant dans la cour de récréation qu'en classe. Et malgré tout, on se construit comme ça aussi dans cette relation. On est avant tout des êtres sociaux et le numérique ne pourra pas créer quand même une relation plus individuelle, plus autonome, plus solitaire, on va dire. Et le retour dans un groupe est quand même fondamental de notre point de vue, autant du point de vue de la mixité, autant sociale que scolaire. Et quand même, c'est quand même ce que quand je disais tout à l'heure, faire commun, c'est aussi ça. Et l'école, c'est aussi ça. Et le numérique n'y suffira pas. Je rejoindrai enfin ce qu'a dit Françoise. Il y a beaucoup d'acteurs autour de l'école. Les AESH, on en a très peu parlé. Hein, et ils ont un rôle fondamental, je dis elles parce que c'est souvent des femmes, mais un rôle fondamental. Les ATSEM ont un rôle fondamental dans l'école et on en a très peu parlé. J'ai envie de dire, on a parlé des élèves décrocheurs, mais des élèves qui ont été absents de ces périodes de cours, qui sont certains encore absents alors qu'il y a le retour en classe. Je terminerai par un mot. Il faut que l'ensemble des acteurs, et non seulement à l'éducation nationale, les acteurs sociaux, les collectivités, les parents, fassent tout pour qu'à la rentrée, en septembre, il n'y ait aucun élève absent à l'appel. Bon, c'est un très, très joli mot de la fin. Merci beaucoup, Françoise Briand. Merci, Françoise et Marie, pour cette session. On a parlé beaucoup de coéducation, beaucoup de faire commun. Et vous l'avez rappelé, avec l'ensemble des acteurs qui vont au-delà de cette relation parent-prof, qui est vraiment le lien très fort qui a été, si je comprends, renforcé de façon importante et qu'il faut maintenir dans la durée et maintenir à la rentrée dans un contexte effectivement qui peut être peut-être un peu anxiogène, en tout cas incertain, et sur lequel toute l'énergie qui a été mise en place à la fois du côté des profs et des parents pour faire en sorte effectivement que ça se passe bien en lien avec la politique publique que rappelait Françoise tout à l'heure. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci Éline pour cette co-animation. Je vous rappelle que les webinaires # le plus important sont disponibles sur tous les canaux en rediffusion, que ce soit sur YouTube ou autre. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site # leplusimportant.org. Et je vous donne rendez-vous pour le coup à la rentrée, le 18 septembre, pour le prochain webinaire qui aura lieu de 11h30 à 12h30, donc même heure, même jour, le 18 septembre, sur un thème qui est « Comment répondre aux besoins éducatifs particuliers à l'ère du Covid et en quoi le numérique peut aider ». Bonne journée, bonne fin de semaine, à bientôt. Merci.